Le mois dernier, Marie l'Hospitalier nous présentait la zone Natura 2000 du Pays de Bitche. Un espace naturel protégé, un terrain favorable à la préservation d'espèces rares et sensibles. Yves Muller, conseiller scientifique de la réserve de biosphère des Vosges du Nord, nous avait fait découvrir deux d'entre elles, la chouette de Tegmalm et la chevêchette d'Europe. Aujourd'hui, c'est un autre passionné que nous allons suivre, sur les traces du roi du ciel et des rochers des Vosges du Nord, sur les traces du faucon pèlerin. Nous sommes ici devant une barre rocheuse qui est typique des Vosges du Nord. Nous sommes dans la réserve naturelle des Rochers des Tourbières et aussi dans un site Natura 2000. À l'heure actuelle, vous avez face nord de ce rocher, vous avez un couple de faucons pèlerins qui a élu domicile et qui est en train de couver. Donc la femelle est sur les œufs et le mâle, qu'on ne voit pas pour le moment, est parti chasser. La barre rocheuse que vous voyez ici, qui est une des plus imposantes des Vosges du Nord, et là la caractéristique c'est sur la façade sud, il n'y a plus d'arbres. Donc en 1976, tous les arbres ici ont été coupés, ce qui a rendu cette barre rocheuse extrêmement attractive. Attractive pour qui? Pour le faucon pèlerin. En somme, pour que le faucon pèlerin puisse nicher sur une barre rocheuse, il faut que le dernier tiers supérieur du rocher soit complètement dégagé. Et si le rocher est totalement dégagé, il est encore plus attractif. Vous voyez un peu plus loin derrière moi, une tache blanche, c'est tout simplement un indice de présence. Ce sont des taches de fiente, ça prouve que le faucon pèlerin fréquente ce rocher. Alors pour qu'un rocher soit propice à la nidification, il faut que la barre rocheuse ait aussi des vires de nidification, donc des cavités dans lesquelles le faucon pèlerin puisse pondre ses œufs et faire un peu, je veux dire, son ménage, à savoir poser ses proies en lardoir et trouver aussi des points où il peut se percher. Donc vous voyez, sur la partie haute du rocher, c'est ce qu'on appelle la dalle, on a une caractéristique, c'est la pinette sur dalle. Vous avez des pins qui sont secs, qui sont extrêmement importants pour justement un oiseau rupestre comme le faucon pèlerin. Le faucon pèlerin choisira avant tout un arbre sec, parce qu'il est dégagé de, on va dire, pour l'envol. Alors, vous avez ici vraiment une barre typique pour la nidification du faucon pèlerin. On recense environ 300 rochers dans les Vosges du Nord. SOS Faucon Pèlerin Lynx, qui a fait une étude sur les sites potentiels pour la nidification du faucon pèlerin, on a retenu à peu près 70 dans une étude en 1995 que l'on réactualise au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, nous sommes sur un rocher qui n'est pas occupé par le faucon pèlerin, c'est donc une pure mise en scène, étant donné qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas fréquenter la plateforme d'un rocher à faucon, étant donné que nous occasionnerons beaucoup trop de dérangements. Donc on est vraiment sur un rocher où il n'y a pas de faucon pèlerin, c'est une mise en scène. Au mois de janvier, la femelle pèlerin, elle est un peu loin du site de reproduction, elle va plutôt errer dans les grandes vallées fluviales. C'est au mois de février que ça devient beaucoup plus intéressant, étant donné que les jours commencent à se rallonger et on va dire que le cycle va débuter.
Donc le mâle défend son territoire, donc il aura déjà choisi un site. La femelle va donc se trouver aux alentours du rocher et le mâle va donc tout faire pour l'attirer. Alors que fait-il? Déjà, il va faire des prouesses de vol, il va faire des vols en zigzag devant le rocher et affirmer sa présence. Une fois qu'il s'est affirmé autour du rocher, il va choisir une cavité. Donc on va prendre tout simplement cette vire comme une cavité de nidification. Il va la frotter avec sa poitrine pour faire ce qu'on appelle tout simplement une cuvette. Ça va être la future aire de nidification. En fait, le pèlerin niche à même sur le sol. Il est incapable de construire un nid comme un passereau. Il va donc nicher à nu sur la terre. Voilà. Donc, c'est déjà la première fragilité. Le cycle de reproduction débute avec la ponte. Donc, la ponte, c'est de 2 à 4 œufs. Après 32 ou 33 jours, il y a une éclosion. Et les poussins resteront à l'air environ une cinquantaine de jours avant leur envol. Alors, entre la ponte, la couvaison et l'éclosion, il y a déjà beaucoup de problèmes à régler. Lesquels? Le premier problème, c'est le dérangement. Lorsque le pèlerin n'est pas du tout dérangé sur un site, la durée de couvaison est plus réduite. Il peut couver jusqu'à l'éclosion entre 29 et 30 jours lorsqu'il n'est jamais dérangé. Lorsqu'il est beaucoup dérangé, on augmente la durée de la couvaison, étant donné que la femelle va quitter l'air, étant donné qu'elle est dérangée, et le fait que les œufs ne soient pas couverts par la femelle, il y aura donc un risque, je veux dire, d'avortement ou même un risque de dépérissement de l'embryon dans l'œuf. Vous voyez, donc c'est déjà un premier problème à régler. Alors, on va simuler un dérangement par la réaction d'une femelle de pèlerin. Alors, par expérience, à travers les télescopes, quand nous observons les pèlerins, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez les œufs, vous imaginez ces œufs qui sont à nu, bien sûr, sur la vire, avec un précipice peut-être à 20 cm au-delà. Alors lorsqu'elle est surprise, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'envoler n'importe comment, et dans son envol, elle va précipiter la chute des œufs. Voilà. Ce qui veut dire que souvent, lorsqu'elle est dérangée, il peut y avoir une perte d'un œuf, voire les deux, voire même les trois. Lorsque le jeune va sortir de la coquille, lorsqu'il va bêcher la coquille, lorsqu'il va sortir, il n'est pas encore en thermorégulation. Donc, si on le dérange à ce moment-là, la femelle, elle va se sentir agressée dans son périmètre le plus proche, son périmètre de son aire de reproduction. Elle va donc quitter l'air, elle va laisser les jeunes soit sous la pluie ou par un grand soleil. Donc automatiquement, soit ils vont être déshydratés à cause du soleil, ou ils vont prendre trop d'humidité et les poussins vont crever. Donc ça, ce sont des choses que nous, on peut, on va dire, plus ou moins réglementer avec l'information et avec la position de panneaux. À partir de fin mai, les jeunes vont s'envoler. Ils vont définitivement quitter l'aire de nidification vers fin juillet et ils vont partir en ératisme juvénile. Donc ils vont aller reconnaître d'autres contrées. Donc ce sont les parents qui vont les pousser à aller reconnaître d'autres territoires. Nous, notre mission, quand les jeunes sont envolés, ne s'arrête pas là. Étant donné que nous avons commencé dès 1988 une étude sur la mue. Un rapace, un oiseau de proie, renouvelle chaque année, on va dire, son carénage, on va dire son plumage. Donc ça, c'est une rectrice, une plume de la queue d'un mâle. Donc elle tombe chaque année et cette étude nous permet aussi de voir si le rythme de la reproduction se passe bien. Exemple, lorsqu'une femelle a pondu et qu'on la voit en l'air autour du site, elle a perdu cette plume. Donc dès le mois d'avril,
on verra une petite différence dans l'ailure. Il y aura tout simplement un petit trou dans l'aile. Donc c'est une plume qui sera tombée. Donc c'est un indice aussi pour l'observateur qui fait l'étude. Pourquoi faire cette étude sur la mue? Nous avions un challenge, c'est que nous ne savions pas d'où venaient les pèlerins qui ont recolonisé les Vosges du Nord. Et nous avons donc décidé de récupérer les plumes de mue qui tombent des rochers pour les envoyer dans un laboratoire pour en faire l'extraction ADN. Donc la plume est coupée à la hampe et c'est envoyé en laboratoire. Donc les premiers résultats, on les a eus dans les années, fin des années 90, début 2000. Donc on a pu se rendre compte que certains couples étaient très fidèles, on va dire, au site, et que certains couples étaient aussi assez fidèles entre eux. Donc on peut, par l'intermédiaire de l'extraction de l'ADN, connaître, on va dire, une dynamique dans une population. Alors pour connaître la dynamique, il faut aussi connaître les causes de disparition. Alors il faut savoir qu'en 1976, dans le Pays de Bitche et dans les Vosges du Nord, il n'y avait plus de faucons pèlerins. En 1971, il restait deux couples dans le Pays de Bitche, 0 couple sur la zone de la Petite Pierre, et il n'y avait plus de faucons pèlerins dans le proche Palatinat depuis 1967. Avec les différents gestionnaires, l'Office des forêts, avec la forêt privée de Dietrich, donc de l'époque, et le Parc naturel régional des Vosges du Nord, on a donc mis en place ce projet qui consistait déjà à réhabiliter certains rochers, donc à couper quelques arbres pour les rendre plus attractifs pour les aires de nidification, et surtout mettre en place au fur et à mesure, à partir des années 70, des mesures ponctuelles de protection sur les rochers, non pas pour empêcher les gens d'aller regarder les rochers à partir de chemins, mais de garantir une quiétude lors de la nidification par des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes qui interdisent l'accès pendant la nidification. Ensuite, il y a eu la création de la réserve naturelle et bien sûr, il y a eu aussi Natura 2000, on va dire, qui chapeaute un peu les zones pour lesquelles il n'y avait pas encore de mesures spécifiques qui étaient prévues. Et tout cela fait que maintenant, on a une trentaine de rochers sur l'ensemble de la zone du parc. C'est presque 30 rochers qui bénéficient directement ou indirectement de mesures de protection. Les rochers des Vosges du Nord n'attirent pas que les faucons. Les grimpeurs sont aussi friands de ces parois. La cohabitation entre hommes et faucons étant impossible, un compromis a été trouvé. En 1998 est signée la première charte d'escalade dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. La résultante de cette charte d'escalade, c'est quoi? C'est que déjà, toutes les parties prenantes ont été invitées à se mettre autour d'une table. Donc vous avez la Fédération française de la montagne et de l'escalade, l'Office national des forêts, nous SOS Faucons Pèlerins. Donc les utilisateurs et les protecteurs se trouvent autour d'une table. Le parc naturel régional des Vosges du Nord a arbitré ce débat et ce débat a débouché sur la signature de cette charte. Donc c'est un consensus qui devrait aboutir et qui a déjà abouti sur une entente. Et cette entente permet justement de réglementer ce conflit d'utilisation d'espace. Ce panneau, bon, vous remarquerez qu'il est un peu griffonné, mais ce panneau, normalement, doit indiquer à l'utilisateur grimpeur si le rocher est occupé ou non par une espèce rupestre comme le faucon pèlerin. Donc, le grimpeur est informé s'il peut utiliser le rocher pour la grimpe ou non. Ça, c'est une des résultantes de la charte d'escalade. La charte d'escalade est quelque chose d'assez particulier aussi. C'est aussi une première en France. Donc c'est la première fois sur le territoire métropolitain qu'il y a eu une réflexion sur le conflit d'utilisation d'espace et qui a abouti à la signature, on va dire, de cette charte d'escalade qui, elle, oblige le gestionnaire, donc l'Office des forêts ou la forêt privée, de faire des conventions précises sur l'utilisation des rochers pour l'escalade.
ici, on se trouve sur un chemin de randonnée pédestre et pour justement avertir et informer, on va dire, l'utilisateur du milieu naturel des dérangements qu'il pourrait occasionner, mais ce sont des dérangements non intentionnels bien sûr. Le gestionnaire, le parc des Vosges du Nord, SOS Faucon Pèlerin, on a décidé donc de mettre en place une signalétique. Donc ce panneau, il est tout simplement prévu pour prévenir les éventuels dérangements. Donc ce panneau, pour rendre service aux faucons pèlerins, respectez-le, vous respectez en même temps le milieu naturel. Prochain rendez-vous nature, le mois prochain. D'ici là, bonne balade sur les sentiers des Vosges du Nord.